Est-ce que c'est reparti là? Oui, ça marche. Ouais. C'est le son, là. Ok, cette fois ça devrait être bon. Désolée, c'est moi qui est un petit peu bugué. On va y arriver. J'ai pas eu de chance parce que j'ai eu des problèmes qu'une fois depuis le début de tous les cours que j'ai donnés. Ok, super, vous me rassurez avec vos messages. J'ai eu un problème qu'une seule fois, c'est quand le réseau était tombé avec vous la dernière fois. Donc, entre-temps, j'ai pu reprendre différents cours avec les TES, les TS. Bonjour, bonjour. C'est chouette de vous retrouver. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et bah, j'espère que vous allez bien. Vous allez tous bien dans votre confinement. Vous réussissez à tenir le rythme. Vous êtes motivé? Oui, oui. Bonjour, bonjour. Vous survivez? C'est bien. Moi aussi, je vais bien, merci. Comme vous le savez, je suis pas confinée à Lyon. J'ai les montagnes enneigées derrière moi. Et ici, c'est très calme. Et voilà, ils ont réparé le réseau, donc normalement, ça devrait être bon. Voilà. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir de vous voir là. Et puis, donc à partir de maintenant, on va reprendre, donc juste avant les vacances, mais je vais vous expliquer le planning. Oui, c'est vrai, c'est une chance d'être. Je suis venue avec grand plaisir ici, où je passe d'ailleurs tous mes week-ends, puisque je suis très très souvent à Tignes, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, avec mon conjoint qui travaille ici. Et puis du coup, bah, voilà, c'était plus agréable que d'être confiné en ville. Il y en a qui ont des moutons, des chevaux et des vaches. Bon, alors, je suis peut-être pas toute seule à être hors de la ville. Tous ceux qui sont à la campagne, effectivement, découvrent combien c'est chouette d'avoir cette opportunité. Alors, du coup, maintenant que bah, je vois que vous allez bien, je suis contente. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et puis, donc, je vous explique le planning. Donc, on va faire un petit bilan de notre situation en philo. Donc, en philo, comme vous le savez, bah, vous avez un coef qui n'est pas très important, un coef 2, mais comme je vous l'ai déjà dit plein de fois depuis le début de l'année, au bac, tous les points comptent. Souvent, le bac, ça se joue à 10 points près, que ce soit pour éviter le rattrapage, pour avoir une mention ou autre. Donc, on va mettre le paquet quand même pour votre préparation. Alors, vous, votre grosse particularité cette année, c'est que, puisque le bac se joue au rattrapage, se joue au contrôle continu, pardon, justement, vous pouvez anticiper et savoir déjà combien de points vous avez et combien de points il risque de vous manquer et si vous allez ou pas aller au rattrapage. Vous êtes dans des situations assez favorisées de ce point de vue-là par rapport à ceux des autres années, au moins de pouvoir prévoir. Et puis, voilà, si vous voyez que vous êtes dans une situation de confort, juste poursuivre votre effort. Si vous voyez que vous êtes dans une situation un peu fragile, mettre le turbo. Et donc, vous avez chacun des stratégies, je pense, un petit peu individuelles. Moi, ce que je peux vous dire donc, en philo, c'est que vous avez la moyenne du premier et du deuxième qui est déjà faite. Comme vous n'êtes pas tombé sur un prof sadique, je pense qu'en général, vous avez plutôt des points à gagner du côté de la philo. Ce qui reste à venir pour le troisième trimestre, vous le savez, c'est une moyenne qui ne doit pas tenir compte des notes obtenues pendant le confinement. Comme un certain nombre de mes collègues, j'imagine, moi je trouve juste de récompenser tous les efforts qui ont été fournis par tous ceux qui sont restés mobilisés pendant le confinement, c'est-à-dire tous ceux, vous êtes quand même assez nombreux dans les deux classes, donc TSTL1, TSTL3, qui ont continué à répondre aux sollicitations, qui ont fait les devoirs, qui m'ont fait des réponses et qui sont là pendant les cours virtuels et qui ont rédigé les intros et qui ont fait les travaux sur le texte, etc. Donc je compterai en notes bonus. Vous devez connaître le système dans Pronote quand on coche devoir qui compte comme un bonus, la moyenne obtenue pendant le confinement, que je pourrais d'ailleurs valoriser encore par une note de participation et de motivation pour tous ceux qui sont bien présents en général. Puisque, pour ceux qui ne seraient pas au clair là-dessus, j'en profite pour le redire, le ministre de l'Éducation nationale, rebonjour, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquet, a précisé, il y a déjà
petit moment, que les jurys de bac, qui se tiendront donc eux normalement, auront à prendre en compte justement l'investissement témoigné pendant la période du confinement. À défaut de compter les notes, c'est vrai qu'on fera un petit bilan sur votre présence ou autre. Alors si jamais vous êtes absent, si vous êtes dans la liste de ceux, malheureusement il y en a portés disparus ou autres qui ne renvoient pas les devoirs ou autres, faites attention parce que ça peut, de ce point de vue-là, vous porter préjudice. Et donc si vous êtes dans une situation délicate familialement, manque de connexion ou autre, signalez-le de manière à ce que votre situation soit connue surtout. Voilà. Alors, en philo, on avait déjà fait pas mal de choses. Si vous avez un petit peu en mémoire le programme, on a fait le groupe qui s'appelle la culture. Donc, on a fait un cours sur la culture, l'art, la technique, les échanges. Et puis, dans le deuxième groupe, qui est intitulé la liberté, on a déjà fait la justice et la loi. Aujourd'hui, donc, on va parler de cette très belle notion qu'est le bonheur. Et la semaine de la rentrée, puisque je vais vous laisser tranquille pendant les vacances, on fera le cours sur la liberté. Donc, dans tous les cas, si on est optimiste et qu'on se dit qu'on se retrouve à partir du 11 mai, ce qui certes reste encore douteux, il nous restera à voir les notions liées à la vérité, c'est-à-dire 3 derniers cours, la vérité, l'expérience et la raison et la croyance. Donc aujourd'hui, place au bonheur. Et donc, vous avez envoyé le PDF avec le cours il y a déjà un moment. Donc, je ne vais pas vous lire le cours, le faire intégralement ligne après ligne parce que ce serait un doublon inutile du document que vous avez peut-être là en ce moment même sous les yeux. Je vais plutôt vous revenir avec vous sur les points forts du cours et puis les expliquer, les développer un petit peu. Et puis, comme je pense que vous ne connaissez pas, en tout cas, vous pouvez être loin de connaître par cœur le cours, le reprendre en le rendant aussi vivant que possible, même si on n'est pas en vis-à-vis, au moins grâce à ce système Twitch, on a l'image. Voilà. Donc, parlons du bonheur. Comme moi, je l'imagine, vous devez éprouver le fait que cette notion elle est quand même très sympathique, c'est peut-être la plus belle du programme et il y a déjà un plaisir à se dire qu'on va, on va parler du bonheur puisque le bonheur c'est quelque chose de très attractif, c'est ce vers quoi nous tendons tous et c'est comme ça, vous avez vu que s'ouvre le cours, le polycopier, c'est le fait de dire que le bonheur c'est peut-être le coefficient qui nous réunit tous. C'est en quelque sorte le dénominateur commun de toutes les existences, si variées soient-elles, qui fait que le bonheur, c'est ce que tout le monde désire, c'est ce que tout le monde convoite. Il y a même certains philosophes qui en sont allés jusqu'à dire que même celui qui se suicide cherche encore le bonheur, au moins en ce sens qu'il cherche à échapper au malheur et qu'il a l'espoir peut-être de le trouver, d'amoindrir son malheur et de trouver le bonheur ailleurs après. Donc généralement on retient le bonheur comme je dirais le critère d'une vie réussie. Sur notre lit de mort, on peut imaginer que la dernière question qu'on pourra se poser, c'est finalement celle-ci, est-ce qu'on a réussi à être heureux? Et indépendamment de tous les succès mondains, de la richesse ou autre, je pense que celui qui part content, c'est celui qui peut se dire qu'il a réussi à être heureux dans sa vie, quoi qu'il ait fait, quelle que soit la manière dont il s'y soit pris, puisqu'on va voir qu'il n'y a pas une recette du bonheur. Si on a été heureux, on peut partir content. C'est un petit peu comme ça qu'on raisonne en général par rapport à l'enjeu du bonheur. Le problème, évidemment, c'est que le bonheur, même si tout le monde le veut, tout le monde le désire, tout le monde le convoite, est peut-être, paradoxalement, la chose la moins aisée à se procurer. Il ne s'achète pas, il est difficile à trouver. Et vous avez vu dans l'introduction du cours, je vous ai proposé une image qui vient d'un romancier, que moi je trouve très pertinente, qui consiste à comparer le bonheur à un animal, auquel on ne pense pas forcément, le papillon. Pourquoi? Parce que justement, vous vous souvenez, c'est l'image prise par Nathaniel Hawthorne dans un de ses romans. Le papillon, c'est ce petit être fragile, éphémère, qu'un rien peut écraser et derrière lequel on court en ayant du mal à l'attraper, qui échappe à notre emprise, mais qui
des fois, alors que on arrête de courir après et qu'on s'allonge dans l'herbe pour se reposer, peut venir se poser au moment où on s'y attend le moins sur le bout de notre nez. Et donc, du coup, ça pousse d'ailleurs à se demander si des fois c'est pas vain de courir après comme un fou, et que c'est pas au moment où des fois on l'attend et on le cherche le moins que le bonheur va nous tomber dessus. Alors c'est ce qui me permet de problématiser avec vous cette notion de bonheur à travers celle de chance et de hasard. Et ça tombe bien, puisque vous l'avez peut-être vu aussi en lisant le polycopier, c'est l'étymologie même du terme. Bonne heure, ça vient de là. L'heure ici, c'est le fait d'avoir une bonne fortune, on va dire des fois une bonne étoile, et notre problématisation va consister justement à se demander si le bonheur est ou non une affaire de chance et de hasard. Est-ce que ça sert à quelque chose de courir comme un fou après le bonheur, ou est-ce que le bonheur est quelque chose qui, à l'instar du papillon qui va venir se poser sur nous quand on arrête de courir après, va en quelque sorte faire partie d'un mécanisme de pure chance et de hasard. Est-ce que pour être heureux, il faut faire partie des élus? Est-ce que le bonheur est une histoire de chance, de hasard, comme le veut l'étymologie, ou bien est-ce qu'il y a des manières de le produire? Est-ce qu'il y a des recettes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser? Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver et qui sont en retard. Vous pouvez regarder le début en replay. Après, les cours restent 14 jours sur la chaîne, normalement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des manières de produire le bonheur? Est-ce qu'il y a des recettes? Est-ce qu'il y a au moins des erreurs à éviter? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Ou bien est-ce que c'est une affaire de chance, de hasard, et qu'il faut faire partie des élus? C'est un petit peu la question qui a traversé les siècles et qui a motivé beaucoup de penseurs, de sages, de philosophes à se prononcer, à donner leur avis sur cette question essentielle, donc l'enjeu central d'une vie d'homme. Et évidemment, c'est une question très intéressante. Alors, vous avez dû voir que dans le cours, j'ai divisé en deux grandes questions. 1. Le bonheur dépend-il de conditions matérielles? 2. Le bonheur dépend-il de conditions spirituelles? Je commence par les conditions matérielles parce que nous sommes tous des enfants du XXIe siècle, 20e ou 21e, et imprégnés de cette philosophie, on va dire, très consumériste, matérialiste, issue d'une société donc de consommation. On nous a rabâché les oreilles avec cette idée à travers les publicités, le cinéma, les discours ambiants dans les médias que finalement l'argent fait le bonheur. Alors évidemment c'est un des sujets les plus classiques qui soit au bac, de savoir jusqu'où l'argent fait le bonheur, et vous devez tous avoir en tête cette phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Alors on va réfléchir là-dessus. Donc on va commencer par se demander si oui ou non les conditions matérielles peuvent assurer notre bonheur et jusqu'où. Comme je vous le disais, l'opinion la plus répandue, l'opinion populaire, ce que en classe, vous vous souvenez, plusieurs fois on a appelé avec ce terme grec la doxa, largement diffusée au sein de la société de consommation, aime bien associer l'argent au bonheur. On a tendance à regarder ceux qui sont les mieux dotés, les nantis, les plus riches, comme des personnes privilégiées pour être heureux, et depuis qu'on est petit, on a tendance à s'entendre répéter que voilà, dans la vie, il faut travailler pour réussir, que réussir c'est un gage de succès et de bonheur. Et pourtant, comme je vous l'ai mis dans le polycopier, les choses sont loin d'être aussi simples, puisque si on se penche sur la question, on voit qu'il y a plus de suicides en haut de la pyramide sociale qu'en bas. Il y a un taux de dépression assez important chez les bourgeois, les grands bourgeois, beaucoup de suicides chez les rentiers eux-mêmes, et je vous l'ai mis aussi comme à titre d'exemple, la jeunesse parisienne la mieux dotée. Alors si on était en classe, je vous aurais donné plein d'exemples de ça à travers des documentaires, des extraits, des médias, des livres que vous connaissez peut-être, n'est pas forcément une image du bonheur, se drogue parfois à mort, et
à contrario, on voit des gens dans la pauvreté, voire dans leur bidonville, pouvoir donner des exemples de bonheur spirituel. Donc on voit que les choses ne sont pas aussi simples que la doxa a tendance à nous le proposer. Dans le polycopier, je vous ai mis un exemple pour vous faire réfléchir, qui est l'exemple de Karl Rabeder, qui est cet ex-millionnaire qui était l'une des plus grosses fortunes autrichiennes, qui fait partie du club assez sélect, ils sont peu nombreux, mais ils ont fait beaucoup parler d'eux, de ces ex-millionnaires qui ont décidé de se défaire de leur richesse. Il y en a quelques-uns, alors vous êtes peut-être plusieurs à avoir entendu parler de celui qui a inspiré le film avec DiCaprio, qui s'appelle le Loup de Wall Street, et qui fait partie de ces anciens millionnaires qui a beaucoup témoigné sur le malheur de ces années de millionnaire, et qui a décidé de se défaire. Lui, c'est seulement en partie de sa fortune, pour essayer de retrouver du sens à son existence. Alors Karl Rabeder, lui, il est resté célèbre comme cas parce que il avait tout, villa, piscine, bateau, voiture de luxe, et il a décidé de tout bazarder, de tout mettre aux enchères, l'argent servant à financer des écoles dans des pays défavorisés. Et il a décidé de partir vivre dans une sorte de bicoque en bois, en montagne, une sorte de mini chalet, avec un sac à dos et 888 € par mois pour vivre. Alors lui, il dit que c'est un voyage dans les bidonvilles, les favelas d'Amérique du Sud qui lui a ouvert les yeux, parce qu'il a été très vexé de rencontrer là-bas des gens très pauvres qui lui semblaient être beaucoup plus heureux que lui. Et donc, je vous ai mis une ou deux citations de lui, et si vous voulez, sur le NT, je vous mettrai un document un petit peu plus complet avec des extraits des témoignages de ce qu'il dit sur ce thème. Voilà. Alors dans les interviews qu'il a données pendant les années qui ont suivi, il dit que finalement il est beaucoup plus heureux que quand il avait sa fortune, qu'il a tout perdu. Je crois que sa femme l'a quitté dans le mois qui a suivi. Ses enfants se sont détournés de lui, son carnet d'adresses s'est rétréci, comme vous l'imaginez, très vite. Il lui est resté très peu de personnes, mais il me dit finalement il a presque tout perdu, mais il a gagné les deux choses qu'il n'avait pas quand il était très riche, c'est-à-dire finalement le temps qui lui manquait et le bonheur qui le fuyait. Alors c'est un simple exemple, me direz-vous, et effectivement c'est juste pour vous inviter à contester cette doxa, mais c'est un exemple qui suffit à attirer notre attention sur le fait effectivement que les conditions matérielles du bonheur, en tout cas, ne sont pas suffisantes pour l'assurer. Et je vous ai mis les résultats de ce sondage que moi j'avais trouvé fort intéressant, réalisé dans plus de 40 pays, donc c'est quand même à très grosse échelle, qui vise à demander aux gens de se prononcer sur leur estimation on pourrait dire, de leur degré de bonheur. Est-ce qu'ils se jugent très heureux, assez heureux, moyennement ou pas très heureux, ou carrément malheureux. Et puis ensuite à sélectionner les gens qui, au niveau international, dans ces 40 pays, se sont déclarés vraiment heureux, et à essayer de voir, tout simplement, s'il y avait quelque chose qui permettait de comprendre, est-ce qu'il y avait un dénominateur commun. Et le résultat de ce sondage est assez instructif et très surprenant, parce que d'abord, ça nous montre que ce n'est pas l'argent qui est le dénominateur commun. Parmi les gens qui se déclarent les plus heureux, certains sont très nantis, d'autres très pauvres. Ce n'est pas non plus l'éducation. Et là, c'est un prof qui vous dit ça, donc ça fait un petit peu mal, mais je suis obligée de le reconnaître. Dans le sondage, ce n'est pas du tout le niveau d'instruction, l'éducation et les diplômes qui rendent heureux. Ce n'est pas ça qui assure le bonheur. Ce n'est pas non plus le milieu familial, les relations avec les proches. Il y en a qui sont seuls, d'autres qui sont très entourés, d'autres qui sont divorcés
pluridivorcés, d'autres qui ont des relations stables. Ce n'est pas non plus tout ça qui finalement ressort, mais il y a quelque chose qui ressort de cette enquête, qui est un dénominateur commun de tous ceux qui se déclarent les plus heureux, et ce sont ce qu'on peut appeler des prédispositions psychologiques et des prédispositions génétiques. Alors sur le document que je vous ai mis, vous allez trouver pas mal d'éléments sur ce fameux gène 5-HTT qui correspond au transporteur de sérotonine dans le cerveau, et vous verrez que les gens qui se déclarent les plus heureux sont tout bêtement, physiologiquement, ceux qui sont dotés du gène 5-HTT long, donc des allèles longs qui permettent un apport supérieur en sérotonine dans le cerveau, et donc qui ont cet avantage, on va dire, en termes de génétique, de prédisposition, d'avoir un cerveau qui est davantage baigné par ce qu'on peut appeler les hormones du bonheur. Donc on est loin ici des conditions matérielles. Et on pourrait dire c'est totalement injuste, mais on le sait tous, il y a des gens qui ont entre guillemets tout pour être heureux et qui vont se suicider, et puis d'autres qui sont dans des conditions infectes et qui vont être des petits soleils rayonnants et garder un moral d'enfer, donc enfin d'acier plutôt devrais-je dire, et donc comme s'il y avait une sorte de prédisposition au bonheur ou au malheur, indépendamment totalement de la situation. Donc vous allez trouver tout le détail par rapport à ces études physiologiques dans le polycopier. Après évidemment, pour compléter ça, il faut bien se rendre compte que ce gène ne suffit pas. On est très loin d'une sorte de fatalité génétique. D'abord, il ne suffit pas d'avoir ce gène 5-HTT long pour être heureux, et ensuite, heureusement pour nous, sinon il y aurait une sorte de loterie affreuse à la naissance. Heureusement pour nous, on peut tout à fait ne pas l'avoir et développer donc les conditions psychologiques du bonheur. Et donc c'est là que la philosophie prend le relais par rapport à la science, justement, puisque quand on se met à réfléchir aux conditions psychologiques du bonheur, il y a des choses que chacun d'entre nous, indépendamment de nos dispositions génétiques, nous pouvons mettre en évidence. Donc ça va être dans la deuxième partie du cours, conditions spirituelles. Donc voilà, ce qu'on retient de ce premier temps, c'est que les conditions matérielles ne suffisent pas à être heureux, ne sont pas un facteur déterminant. Alors on peut même, dans certains cas, considérer qu'elles peuvent finir par devenir un obstacle, puisque plus on est en quelque sorte alourdi d'un point de vue matériel, plus on a d'angoisse. Je vous ai mis la fameuse phrase: il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au royaume des cieux. Vieille sagesse populaire qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, qui consiste tout simplement à dire que celui qui est le plus doté de possessions matérielles est aussi celui qui est le plus porté à l'angoisse, à l'inquiétude, au poids, tout simplement, alors que le fait d'être un peu plus dépouillé serait assimilable à une sorte de dépouillement serein. Alors on n'est pas obligé d'adhérer parfaitement à cette idée, puisque on peut imaginer avec une grande force psychique être capable de gérer une fortune de manière sereine, mais on voit bien qu'il y a une concordance entre la lourdeur des possessions matérielles. Voilà, si vous avez une vieille voiture dont vous vous moquez, qui n'a pas une grande valeur et que vous pouvez rayer aux épines d'un buisson sans que votre cœur en saigne pour autant, vous avez moins de contrariété que celui qui a une voiture luxueuse qu'il ne va pas oser garer, dont il va craindre en permanence le vol, ou sur laquelle la moindre rayure va devenir un drame. Donc on peut facilement comprendre ce vieil adage. Voilà. Sur le polycopier, du coup, j'ai attiré votre attention sur le danger d'une confusion entre l'être et l'avoir, qui est un thème philosophique très, très riche. Peut-être que le danger de notre société de consommation, c'est de nous faire croire que finalement on finit par être ce qu'on a. Si j'avais ça, je serais ceci, je serais heureux.
Voilà, on a tendance, c'est peut-être le plus grand danger, à faire dépendre notre bonheur, le fait d'être heureux, au fait de posséder des choses. Ah, si j'avais ceci, qu'est-ce que je serais heureux? C'est complètement imbécile, puisque l'être et l'avoir restent quand même très dissociés. Et ici, il y a un grand danger qui est celui peut-être de notre époque, qui est le fait du coup, celui de l'insatiabilité, puisque vous connaissez tous le mécanisme, on fait porter notre bien-être sur la possession d'un objet, mais sitôt qu'on possède cet objet, finalement, la satisfaction est de courte durée, on se met à en désirer un autre, à l'instar de l'enfant qui voulait une voiture de police, et puis dès qu'on la lui offre, se met à désirer le camion de pompier, et puis très vite la voiture de police va prendre la poussière sous le lit, puis va devenir obsédée ensuite par l'hélicoptère, puis la voiture de police qui a une sirène, un gyrophare lumineux, etc. etc. Donc cette idée de l'insatiabilité de nos désirs matériels, elle est déjà formulée dans l'Antiquité avec le fameux mythe très facile à exploiter du tonneau des Danaïdes, un tonneau percé qui correspond à un châtiment dans l'enfer pour les Danaïdes, condamnés pour l'éternité par Zeus à remplir un tonneau qui est percé au fond, donc qui s'écoule. Et cette image peut être reprise pour, en quelque sorte, qualifier ce qu'on peut appeler le désir matériel, puisque, vous le savez, il est sans fin. On ne cesse de satisfaire nos envies de possession matérielle, et puis elles se renouvellent en permanence, et donc celui qui ferait dépendre son bonheur de la possession matérielle serait voué à une insatisfaction éternelle, puisque on ne cesse de vouloir de nouvelles choses. Donc en tout cas, il y a ici un grand danger. D'où le fait que les sages, depuis toujours, ont tendance à nous dire que peut-être la clé du bonheur est dans la limitation des désirs, et que celui qui est le plus heureux, c'est celui qui sait se contenter de peu. Un peu comme Balou, il en faut peu pour être heureux, vous connaissez la chanson. Une sorte d'idéal de frugalité. Il est vrai que celui qui sait être heureux, par exemple, avec un verre d'eau fraîche, une miche de pain, du raisin, a un bonheur qui est plus assuré et qui est moins compliqué, et qui est plus facile à reconduire que celui qui a besoin de pourpre, de caviar, de mets luxueux, de dormir dans des draps de soie, etc. Alors cette idée, moi, dans le Polycopier, je l'ai assimilée à ce philosophe qui est le grand sage de l'Antiquité à Athènes, Épicure. Voilà. Et pour finir avec cette question donc, des conditions matérielles, j'ai attiré votre attention avec, je crois, une citation d'Aristote sur le fait que la fameuse phrase proverbiale que nous avons citée tout à l'heure, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, mérite quand même d'être lu jusqu'au bout, puisqu'il serait quand même un petit peu hypocrite de notre part de rejeter complètement, évidemment, les conditions matérielles. On sait tous combien elles nous confortent, combien elles nous font du bien, combien celui qui est démuni, qui a faim, qui a froid, peut clamer sa difficulté à être heureux. Et donc, Aristote, dès l'Antiquité, dit que il faut quand même jouir d'un minimum de bien-être, de confort, de prospérité, qui font au moins l'un des ingrédients du bonheur. En même temps, cette phrase d'Aristote, elle m'a intéressée parce que lui, il va faire du fait de ne pas être disgracieux un ingrédient du bonheur. Et du coup, j'ai pu attirer dans le Polycopier votre attention sur le fait que là, le danger, c'est que chacun va mettre un petit peu son ingrédient de manière très subjective. Voilà. Pour Aristote, je ne sais pas si vous avez lu, celui qui est disgracieux ou qui n'a pas d'enfant ne peut pas être heureux. Là, beaucoup d'entre nous pourraient réagir en disant qu'est-ce que c'est que cette drôle de vision. Quelqu'un pourrait tout à fait dire au contraire, moi, je ne veux pas d'enfants. Et je pense que le fait d'avoir des enfants me rendrait malheureux, et c'est très subjectif de la part d'Aristote de considérer que voilà, il faut des enfants pour être heureux. Moi, je connais des personnes qui ont fait le choix de ne pas en avoir et qui ne supportent pas l'idée d'en avoir, donc on pourrait dire voilà, c'est totalement subjectif. Et le danger, effectivement, si on se met à donner des conditions matérielles au bonheur, c'est d'énoncer des conditions qui finalement n'ont rien d'universel, outre que ça le rend très précaire. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième partie. Qui est finalement, si le bonheur n'est pas assuré par des conditions matérielles, est-ce qu'il peut l'être davantage par des conditions spirituelles? Et ici, effectivement, l'idée ce serait que pour être heureux,
plus que de posséder ceci ou cela, une belle voiture, une grande maison, un canapé de telle marque ou tel objet, ce serait surtout d'avoir un bon mental. On sait tous que le fait de se lever le matin du bon pied, d'avoir voilà, un moral fort et stable, ne pas être torturé moralement, suffit à passer une bien meilleure journée, quoi qu'on vive, que le fait d'être entouré de luxe et de richesse. Donc on peut se demander si ce ne serait pas en quelque sorte l'élévation spirituelle, plus que la possession matérielle qui pourrait être la recette du bonheur. Alors ici, je vous ai mis des extraits d'un livre que je trouve personnellement très inspirant, qui est le livre de ce drôle de personnage qui à la base est un médecin neurologue, issu d'ailleurs d'une très bonne famille parisienne, qui s'est converti au bouddhisme et qui est devenu un moine, donc on le voit toujours dans sa robe de moine orange. En même temps, c'est un grand photographe. En même temps, c'est le traducteur du Dalai Lama, donc un titre quand même très honorifique, c'est celui qui traduit le Dalai Lama en français, et donc il vit au Tibet dans des paysages magnifiques, donc il fait des photos superbes, dans un monastère, tout en publiant des articles de philosophie. D'ailleurs, c'est le fils d'un grand philosophe qui s'appelait Jean-François Revel, et en même temps en faisant des travaux de neurologie. Donc un combo incroyable, un type très intéressant qui est à la fois donc neurologue, philosophe, photographe, moine, et il s'appelle, d'un drôle de nom, Mathieu Ricard, comme l'alcool. Donc Mathieu Ricard, dans son ouvrage qui porte sur le bonheur, qui s'appelle Plaidoyer pour le bonheur, après avoir beaucoup fréquenté donc, le Dalai Lama, nous livre ce qui pour lui est justement, s'il y en a une, la recette du bonheur. Et il raconte cette anecdote qui, moi, m'a semblé très éclairante, où il nous dit, voilà, un matin, il est assis sur les marches de son monastère. Donc imaginez, il est au milieu de ce cirque de montagnes incroyables, de l'Himalaya, avec des quantités de ciel, de monde, des paysages fabuleux autour de lui. Il est assis sur les marches, il observe le paysage. C'est la période de la mousson. Donc il y a eu beaucoup de pluies diluviennes qui ont dévalé les montagnes et emporté énormément de courants de boue. Et comme il est très célèbre dans beaucoup de pays, il reçoit beaucoup de visites. Il explique que lors de la même matinée, il reçoit la visite de deux amis qui viennent, je crois, toutes les deux de France. Et qu'il observe leur manière d'arriver. Donc pour arriver jusqu'à lui, jusqu'au monastère, il faut grimper, puis à la fin le chemin se fait à pied. Il dit la première donc arrive en râlant, puisque à cause de ces courants de boue, il faut se trouver un chemin en sautant d'une pierre à l'autre, et donc c'est à la fois un petit peu sportif, fatigant puisque ça monte, et puis donc il faut éviter les quantités de boue et de poussière qu'il y a entre les rochers. Alors la première arrive en râlant, et puis donc en soupirant, s'assoit à côté de lui et lui dit dis donc, j'ai failli tomber pas mal de fois, puis c'est vraiment dégoûtant. Comment tu fais pour supporter ça? Qu'est-ce que c'est fatigant? C'est vraiment pénible, cette mousson. Je sais pas comment tu fais pour supporter ça. Puis elle s'assoit à côté de lui. Et puis ensuite, bon, ils passent un moment ensemble. L'autre ami arrive, il l'observe, et elle fait exactement le même chemin, mais entre chaque saut sur les pierres, elle le regarde, elle sourit, elle s'amuse, elle arrive, et puis elle arrive triomphante en disant « T'as vu? J'ai réussi à pas tomber !» Et puis elle lui dit tiens, c'est drôle, ça m'a rappelé mon enfance quand j'étais petite, que je jouais à sauter comme ça d'une pierre à l'autre, c'est quand même très sympa, puis je suis fière de moi. Et puis donc elle s'assoit à côté. Et en fait Mathieu Ricard utilise, comme beaucoup de sages, il s'inspire de petites choses de la vie quotidienne pour en tirer des grandes choses. Et donc il va dire bah voilà, en fait ces deux femmes il prend ça comme point de départ à un moment dans son livre pour dire voilà ce que c'est le bonheur. Il dit le bonheur, ce n'est pas ce qu'on vit, c'est la manière dont on le vit. Ces deux femmes ont fait exactement le même parcours, dans les mêmes conditions. Elles ont vécu la même chose, mais elles l'ont vécu de deux manières totalement différentes.
Et en fait, il va utiliser ça pour dire que finalement, nous créons notre bonheur ou notre malheur, et que le bonheur dépend bien plus d'une sorte de prédisposition intérieure, de ce que nous faisons, de ce qui nous arrive, que de ce qui nous arrive vraiment. Et ce qu'il va nous expliquer dans son livre, et c'est là qu'il va reprendre plein de philosophes, et aussi il va mixer ça avec de la neurologie, donc c'est très intéressant. C'est que finalement le bonheur peut être atteint par tout homme, quel que soit son état de richesse, quel que soit son vécu, pour autant que cet homme fait en quelque sorte un travail sur lui. Et donc, il explique comment dominer ce qui nous perturbe mentalement, ce qu'il appelle les émotions perturbatrices, comment maximiser par une activité cérébrale, puisqu'il propose une sorte de travail sur soi-même, teinté d'exercices, on va dire, cérébraux, puisque c'est un neurologue, pour générer des émotions positives et apprendre à être dans une disposition, voilà, par le biais de ce qu'il appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire le fait de s'habituer à générer des émotions positives en boucle. Il explique comment finalement le bonheur est un état psychologique et non pas un état matériel. Alors cette idée que finalement le bonheur n'est pas dans ce que nous vivons, mais dans la manière dont nous le vivons, on pourrait l'illustrer de mille manières. Regardez au lycée, prenons des étudiants qui vont venir vivre exactement la même journée, qui vont assister au même cours, qui vont manger la même chose à la cantine, qui vont affronter les mêmes profs et la même charge de devoir, et qui peuvent le vivre de manière très très différente selon leur manière de prendre la chose, de faire de ces heures quelque chose d'atroce ou quelque chose de beau. Regardez, nous en classe, là je m'adresse aussi bien au TSTL1 qu'au TSTL3, puisque j'ai eu la chance avec vous de tomber sur des groupes très sympathiques. On a réussi à passer de très bonnes heures. Je ne pense pas qu'au goûter philosophique qu'on a fait, qui était très chouette, mais on sait que voilà, la même heure de cours, en fonction de la prédisposition de chacun, peut être très sympathique ou très lourde et désagréable. Voilà, en tant que prof, moi ça m'est arrivé d'être confrontée à des groupes d'élèves moroses ou agaçants, qui faisaient que l'heure semblait très longue, et puis l'heure d'après à des élèves disposés à apprendre, à passer un bon moment, à communiquer, et ça peut devenir quelque chose de très très sympathique, qui fait que quand la sonnerie retentit à la fin, on entend plutôt « Ah, déjà c'est fini, c'est dommage, c'était bien, à demain », etc. Donc tout dépend un petit peu de l'état d'esprit dans lequel on est. Du coup, évidemment, beaucoup de philosophes vont réfléchir là-dessus, comment maximiser notre disposition au bonheur, comment se créer un moral, un mental fort. Et ici, je vous ai mis quelques éléments en particulier, puisqu'il faut des références classiques pour le bac, même si donc là, vous savez qu'il n'y aura pas d'épreuve écrite pour vous cette année. En un sens, vous êtes chanceux, en un sens, c'est dommage. Ça n'empêche pas de les utiliser dans les devoirs que je vais pouvoir recommencer à vous donner normalement après les vacances. Ici, je vous ai mis une référence très très classique, un de nos philosophes les plus représentatifs de la philosophie française, donc Pascal, auteur des Pensées, qui justement déjà au XVIIe disait que c'est l'homme lui-même qui se rend malheureux alors je vois le petit post sur les goûters philosophiques. Effectivement, on ne pourra pas faire celui du goûter des vacances d'avril, mais vous inquiétez pas, si on a la chance de se retrouver, si on réussit à sortir de ce sombre épisode de Covid-19 et qu'on a la chance de se retrouver, on trouvera les moyens de passer à nouveau un chouette moment ensemble d'ici la fin de l'année. Voilà. Et là, non, on ne pense pas qu'à la bouffe, on pense surtout à la convivialité. Voilà. Donc, alors, comme je vous disais, Pascal, déjà au XVIIe, il explique ça, que finalement c'est l'homme qui se rend lui-même malheureux, et lui, il va axer beaucoup sa réflexion par rapport à la pensée de la mort, puisque, évidemment, qui dit réflexion sur le bonheur, dit réflexion sur la mort. L'idée, c'est que ici, on touche, on va dire, à ce qui fait le plus mal.
Comment réussir à être heureux? C'est ça finalement l'enjeu d'une vie d'homme une fois qu'on est devenu adulte, conscient, donc cum scientia, qu'on sait qu'on va mourir. Comment réussir à rester serein? Comment réussir à vivre chaque jour sans savoir si on sera encore là le lendemain? Et comment réussir à ne pas être malheureux en ayant conscience, contrairement aux animaux, de cette espèce d'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous, qui à tout moment, comme dans le mythe, peut tomber et nous fendre la tête. Comment faire pour être serein et heureux tout en ayant ce spectre d'une mort inévitable et impossible à prévoir à tout moment. Et dans ce très beau passage des pensées, Pascal, en quelque sorte, nous livre sa solution. Il nous dit que finalement, la mauvaise solution, qui est bien sûr, d'après lui, celle de la plupart des hommes, va consister à essayer de vivre sa vie comme si on n'allait pas mourir, en essayant d'occulter cette pensée, ce qu'il appelle se divertir, c'est-à-dire s'occuper l'esprit de manière à ne jamais penser à la mort, toujours fuir cette pensée et faire comme si on allait vivre d'une vie éternelle en fuyant l'idée de la mort et en du coup redoublant la peur à chaque fois qu'elle pointe son nez, puisque de manière inévitable, inéluctable, elle va pointer son nez, ne serait-ce qu'à travers la mort des autres. Et donc, il y a une sorte de fuite vaine qui est vouée à l'échec, qui consiste à essayer d'oublier la mort. Et du coup, quand elle frappe sous la figure de la mort des autres ou de la maladie, c'est d'autant plus violent. Et donc, du coup, ce que va faire Pascal, c'est prôner, au contraire, la pensée de la mort. Le fait que la seule manière de gérer cet enjeu énorme qui est de vivre avec notre mortalité, c'est au contraire de faire ce qu'il appelle, alors attention, hein, en latin en plus ça fait un peu peur à premier abord, de la meditatio mortis. Alors moi, si on était en classe, j'aurais pu vous lancer ce défi, vous dire, écoutez, voulez-vous vous livrer à cet exercice qui semble un peu fou, qui consiste à mettre sur votre table de nuit un papier qui fait que le matin, en vous réveillant, vos yeux tomberont dessus et ce papier vous dirait, rappelle-toi que tu peux mourir aujourd'hui. Si on joue à ça, vous allez me dire, non mais madame, ça va pas la tête, qui a envie de ça? J'ai pas du tout envie de penser à ça en me réveillant le matin et je vais devenir fou si je vis chaque jour en me disant que c'est peut-être ma dernière journée. Et en un sens, il y aurait ici un réflexe normal, puisque encore une fois, on n'a pas envie de penser à ça. Et en même temps, il y aurait un gain énorme à ça, qui est lié à une philosophie, alors je vais vous laisser le temps d'essayer de me le dire, à une philosophie, alors là, beaucoup plus ancienne que Pascal, qui remonte à l'Antiquité, qui consiste à justement faire exprès de penser à la mort pour, en quelque sorte, maximiser le plaisir d'être en vie. Et, comme certains vont le dire, la gratitude d'exister. Puisque c'est en se rappelant qu'on n'est pas éternel et en se rappelant que on pourrait ne plus être là demain, qu'on peut peut-être donner toute sa saveur au jour qu'on est en train de vivre. Est-ce que ça vous évoque quelque chose en termes de philosophie, une sagesse qui vient d'assez loin, mais qui est assez connue et sur laquelle, pour finir le cours, ensuite je vais revenir en donnant deux ou trois exemples. Il y a une philosophie qui est souvent exprimée à travers une petite locution latine qui pourrait ici peut-être vous revenir, que je pense que je ne vais pas vous apprendre parce que vous la connaissez déjà et vous l'avez déjà croisée. Est-ce qu'il y en a qui pensent à quelque chose? Alors je suis obligée d'attendre un peu parce qu'il y a ce petit décalage entre mes questions et vos réponses. Et donc j'attends, s'il n'y a pas de réponse qui s'affiche dans les 10 secondes, ça veut dire que personne n'y a pensé. Mais première suggestion, ouais, alors vous êtes plusieurs effectivement à y penser et vous avez raison, c'est bien ça, le fameux célèbre et magnifique Carpe Diem. Alors si on était en classe, je vous aurais montré 2 vidéos, faites-m'y penser si quand on se retrouvera, si on se retrouve, si tout va bien au mois de mai, il y a un extrait du
Cercle des poètes disparus. C'est un film très intéressant sur ce thème. Et puis une vidéo qui s'appelle La Banque du Temps, qui vient de YouTube, que j'aimerais vous montrer. À défaut de pouvoir vous montrer des vidéos, je vais prendre 2 ou 3 exemples pour vous essayer de vous convaincre de la force du carpe diem et du fait que se rappeler qu'on va mourir, loin d'être quelque chose de morbide, quelque chose de morose et de négatif, peut devenir au contraire quelque chose de très lumineux. Je vais vous raconter une histoire, il faut que je choisisse parce que j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit. Celle racontée par Steve Jobs avant sa mort, lorsqu'il a fait son discours aux étudiants de Stanford, puisqu'il était l'invité d'honneur dans cette université, vous savez, prestigieuse aux États-Unis, où il y a un petit peu la crème des étudiants, et qui va donc avoir marqué un petit peu, parce que dans ce discours qu'il fait aux étudiants, il leur dit je vais vous dire quelle est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, la plus importante, et il va prendre comme exemple justement quelque chose qu'on peut rattacher au carpe diem, en espérant que je vous l'ai jamais raconté, mais je ne crois pas qu'on en ait parlé en classe. Donc Steve Jobs, invité par l'université de Stanford, en tant que personnalité qui a réussi, dit voilà, je vais vous expliquer, je vais vous dire quelle est la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, ce qui a fait de moi ce que je suis. Et il dit, voilà, j'ai eu 2 grandes chances. D'abord, j'ai été abandonné à la naissance et adopté, et ensuite j'ai failli mourir. Alors, tout le monde est un peu soufflé, mais ce qu'il nous dit, on n'attendait pas ça. C'est un discours très, très, très surprenant et très philosophique. Il va dire, voilà, d'abord j'ai été abandonné, je ne sais pas si vous le savez, Steve Jobs est un enfant adopté, et lui il va décider de faire de ça non pas une faiblesse mais une force. Il raconte que grâce à ça, il a eu une dette à l'égard de ses parents adoptifs qui, alors qu'il était très feignant et pas très bon à l'école, l'a obligé à poursuivre et à donner le meilleur de lui-même parce qu'il estimait qu'il avait à leur égard une dette. Et ensuite il dit, la chose la plus belle qui me soit arrivée, que j'ai envie de vous livrer, c'est voilà, un soir, alors que j'étais pas bien depuis déjà quelques semaines, j'avais fait des analyses de sang, mon médecin m'appelle et me dit, Steve, il faut que tu t'assoies, j'ai quelque chose de très dur à te dire, on a eu les résultats de tes analyses, tu es atteint d'un cancer qu'on ne sait pas guérir, tu as une espérance de quelques semaines, il faut que tu rentres chez toi, que tu mettes tes affaires en ordre, que tu préviennes ta femme et tes enfants et que tu te prépares à partir. Alors Steve Jobs raconte à ses étudiants qu'il est rentré chez lui tellement abasourdi qu'il était en état de choc. Il n'a ni réussi à le dire à sa femme ni à ses enfants. Il n'a pas réussi à dîner, qu'il est allé se coucher et qu'il a passé une nuit blanche. Et que vers 5-6 heures du matin, son téléphone a bipé. C'était à nouveau le docteur qui lui disait « Steve, en fait, on s'est trompé. On a eu des résultats qui étaient des faux négatifs. En vérité, tu as bien une forme de cancer, mais qu'on guérit très bien. » Alors ça, c'était de longues années avant sa mort. On va t'opérer, ça va repartir. Dans 2 mois, tu es à nouveau sur pied. Et il dit, voilà, ce matin-là, c'est comme si j'étais né une 2e fois. En fait, c'est ce que vont dire beaucoup de gens qui ont connu ce qu'on appelle une expérience de mort approchée, les survivants des attentats, les rescapés des accidents d'avion ou autres, qui vont dire finalement c'est comme si on était né une 2e fois. On a vécu une première partie de notre vie sans conscience de la mort, et puis ensuite on a failli mourir. Et du coup, lui va dire, ce matin-là, j'ai pris le meilleur petit déjeuner de ma vie. Et en fait, à partir de ce jour-là, le temps de vie qui lui est resté, donc des années encore, il a vécu chaque jour dans ce que Montaigne a appelé la gratitude d'exister. Et le carpe diem, ça consiste à dire que le bonheur consiste peut-être à prendre conscience de la chance qu'on a d'être là, que ça ne va pas de soi, et que, somme toute, ne serait-ce qu'être en vie, ne serait-ce qu'être là, c'est déjà merveilleux, et que celui qui est le plus heureux, c'est l'homme qui a pris conscience de ça, de cette gratitude d'exister, et qui sait, indépendamment des conditions de chaque journée, se rappeler que l'essentiel, c'est de cueillir la vie tant qu'elle est là,
carpe diem, cueillir le jour et essayer de faire de chaque jour quelque chose de beau. Voilà, alors si vous réussissez à vivre dans cet état d'esprit, vous allez être très avantagé en termes de bonheur, et là peut-être que ça peut vous apparaître l'intérêt qu'il y a à prendre conscience du fait que on est là, mais on aurait pu ne pas être là, et puis peut-être que demain on sera plus là, et qu'en attendant il faut profiter. Alors si on était en classe, on aurait l'occasion de plus discuter, on pourrait voir les limites de la chose aussi, parce que vous pourriez me dire, ah oui, mais alors dans ce cas, si je carpe diem, je sors de la classe puis je vais faire la fête. Évidemment, ce serait l'une des limites à la compréhension du carpe diem. Le carpe diem, il ne nous pousse pas à nous déresponsabiliser, à faire n'importe quoi. Il nous dit juste, quoi que tu vives, essaye de le vivre avec la conscience du fait que c'est chouette de le vivre, et d'essayer de maximiser le bonheur dans tout ce que tu fais. Il ne veut pas dire fais la fête en permanence, bien sûr. En tout cas, on y reviendra quand on se retrouvera. Je vous montrerai donc quelques vidéos. Pour ceux qui ont vu Fight Club, vous savez que c'est un film que j'aime beaucoup. Il y a la scène avec le chinois sur la tempe duquel Tyler Durden met une arme en lui faisant croire qu'il va le tuer, uniquement justement dans l'optique de le réveiller et de lui faire le cadeau justement d'une vie plus consciente. Et puis voilà, il y aurait comme ça pas mal d'autres exemples à prendre. J'essaierai d'illustrer ça en classe. Du coup, j'ai été assez bavarde, comme vous voyez, ça ne change pas en classe ou par cours numérique. Je vous laisse lire le tout dernier paragraphe du cours tout seul, parce que là il va falloir qu'on arrête. Le tout dernier paragraphe, il porte sur la possibilité d'associer le devoir et le bonheur, et le fait de voir qu'ils ne sont pas forcément justement incompatibles. Et pour finir, donc, je voulais faire un petit bilan avec vous de ce qui va suivre en termes d'entraînement. Comme je vous l'ai dit, si vous avez bien tout suivi, et si vous n'êtes pas arrivé en retard, je pourrais l'avoir dit tout au début, je ne vous donne pas je vous laisse le temps des vacances. Alors pour ceux qui s'étonnent en disant mais qu'ils ont vu des cours annoncés pendant les vacances sur ma chaîne Twitch, je le fais effectivement pour certaines sections qui ont un coefficient plus fort pour le bac et avec qui je suis plus en retard dans le programme, mais je vais vous laisser pendant le temps des vacances vous régénérer. Et du coup, je vais vous donner un prochain devoir à la rentrée, en espérant que celui-ci pourra compter pour votre moyenne du 3e trimestre, et je vais vous donner un devoir sur le bonheur. Voilà. Donc, je vois que certains ont des problèmes de connexion, j'espère que ça ne concerne pas tout le monde. Moi je vais vous laisser ici, donc je vais vous dire au revoir en vous souhaitant à tous une très belle fin de journée, et puis aussi un bon repos pendant les vacances. Restez bien sérieux, restez chez vous, je vous souhaite un joyeux confinement, et puis évidemment mon mot de la fin, ça va être carpe diem, tout simplement. Je vous laisse revoir le cours. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit, aussi bien sur le cours que sur l'organisation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'envoyer un message par l'ENT. Voilà, et puis au plaisir de vous retrouver après les vacances. Et je vous souhaite à tous de beaux moments et un bon courage pour la suite de cette épreuve. Voilà. Merci pour vos messages. Au revoir.